Bonjour à tous. Je pense que les gens ont commencé à se brancher. Et moi, je suis en bonne compagnie aujourd'hui. On est aux Œuvres Ponticales Missionnaires avec notre invitée qui est Madame Louise Normando. Bonjour. On aura aussi le Bonjour. père Yolande Ouellet qui est présent avec nous, le directeur des OPM côté francophone au Canada. Puis, notre sujet aujourd'hui, on est aussi bien accompagné parce que Madame Normando a pris soin d'amener un petit objet qu'elle a déposé derrière elle qui va être avec nous tout le long de notre conversation. Voulez-vous d'abord juste le présenter, votre petit objet, avant de vous présenter vous? Oui, bien sûr, parce que c'est pour lui que nous nous sommes réunis aujourd'hui afin de parler de Carlo Acutis. Alors, juste ici, derrière moi, il y a la relique que m'a remise la maman de Carlo, Madame Antonia, dans laquelle il y a les cheveux de Carlo. Alors, je l'ai apporté puisque c'est de lui que nous allons parler dans les prochaines minutes. Super intéressant. On est heureux de ça. Donc, Madame Normando, vous êtes une laïque très impliquée dans le diocèse de Valleyfield, particulièrement à titre de coordonnatrice de la chapelle d'adoration de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. Vous avez été enseignante aussi plus de 40 ans auprès des jeunes et des adultes en alphabétisation et en francisation. Et Mhm. vous êtes également impliquée durant près de 10 années dans la construction de classes en banlieue de Port-au-Prince et dans les envois de fournitures scolaires. C'est exact? Tout à fait, Et oui. ce qui nous fait nous rencontrer aujourd'hui, c'est que depuis 2020, vous parcourez le Québec et les paroisses francophones de l'Ontario pour présenter l'exposition des miracles eucharistiques réalisés par le bienheureux Carlo Acutis. Donc, qu'est-ce qui vous a fait ou venu votre intérêt pour ce personnage, ce jeune qui va être bientôt canonisé? On dit parfois que ce sont les saints qui nous choisissent. Je ne sais pas. Dans mon cas à moi, Carlos s'est invité, je dirais, sur mon ordinateur, dans ma vie professionnelle. Comment ça s'est fait? Eh bien, en 2020, rappelez-vous, euh, la situation de la pandémie au Québec faisait que nous, les enseignants, on devait enseigner virtuellement. Alors, donc, c'est ce que je faisais avec mes étudiants. Et puis, 2020 correspond également à l'année de la béatification de Carlo Acutis. Alors, ce jeune, on le voyait beaucoup sur les réseaux sociaux du fait de sa béatification. Et moi, de par mon travail d'enseignante en ligne, eh bien, ça m'a interpellée de voir ce jeune. Donc, j'ai pris le temps de le connaître, de voir un petit peu son parcours. Puis, écoute, ça m'a vraiment touchée de voir ce jeune. D'abord, c'est un jeune décédé en 2006, né, je devrais dire d'abord en 1991, qui, à l'âge de 15 ans, on parlait déjà de la béatification de ce jeune. Alors, personnellement, je suis grand-maman d'adolescents qui ont pratiquement son âge. Alors, je me suis dit, mais mon Dieu, quel trésor le Seigneur donne actuellement dans notre société de nous présenter ce jeune qui est déjà béatifié. Alors, durant l'été, pardon, 2020, nous étions tous confinés. Alors, j'ai profité de cet été à la maison pour aller plus loin dans la connaissance de ce jeune et j'ai décidé de le faire connaître ici au Québec. Et pour ce faire, eh bien, j'ai regardé l'héritage qu'il nous avait laissé, c'est-à-dire l'exposition des miracles eucharistiques, et j'ai décidé, parallèlement à mon travail dans l'éducation, de proposer au diocèse du Québec de leur présenter la vie. Puis je pensais surtout aux jeunes inscrits dans les parcours de catéchèse, de présenter ce jeune Carlo Acutis qui, selon le pape François en 2020, était pour devenir éventuellement le saint de la jeunesse. Alors, je dois dire qu'en 2021, une fois le confinement nous permettant de se déplacer, eh bien, j'ai proposé aux différents diocèses du Québec la présentation de ce jeune. Et pendant un an,
l'année 2021, 2022, eh bien, j'enseignais du lundi au jeudi et le jeudi, je partais avec l'exposition de Carlo dans ma voiture pour aller la présenter aux endroits qui l'accueillaient. Et c'est ainsi que pendant un an, j'ai fait les deux pour ensuite me rendre compte que ça devenait exigeant. Alors, j'ai décidé tout simplement d'en profiter pour remettre ma démission à la commission scolaire des Trois-Lacs et de faire cela à temps plein. C'est ce que je fais depuis. Jusqu'à ce jour, 15 diocèses, une centaine de paroisses qui ont déjà accueilli la présentation de la vie de Carlo ainsi que l'exposition des miracles eucharistiques et j'en suis ravie, vraiment. Mhm. Ça vous remplit. J'avais Oui, pas saisi que vous étiez une enseignante en ligne. C'est ce que vous oui, avez mentionné. Donc, vous aviez déjà des affinités avec lui concernant oui, les réseaux sociaux ou oui, enfin. absolument, nécessairement même, hein? OK. Je sais pas, c'est un saint qui est proche des jeunes, comme vous dites, et puis justement, les images qu'on voit de lui actuellement, c'est quelqu'un qui semble faire une randonnée. On voit une image populaire de lui habillé avec comme un jeune d'aujourd'hui, alors que les saints qu'on voit en image souvent sont loin derrière nous, donc à une époque vraiment différente. C'est vraiment, ça crée une proximité avec les jeunes d'aujourd'hui déjà. Mm. Oui, absolument, vous avez totalement raison. Les jeunes se reconnaissent en Carlo, hein? Euh, les jeunes se reconnaissent en ce jeune. Il a, je peux vous dire, bon, au cours des presque 4 dernières années, je constate comment ces jeunes retrouvent en Carlo un jeune moderne, un jeune dont les activités ressemblent aux leurs, un Mhm. jeune, d'abord, seulement leur intérêt pour tout ce qui touche le monde de l'informatique. On sait, nos jeunes sont très, très, très branchés, c'est vraiment le cas de le dire. Mhm. Alors, Carlo, de par sa personnalité, de par ses intérêts, est un jeune actuel, contemporain. Et les jeunes que je rencontre se retrouvent en lui. Donc, le défi ici pour le Québec, c'est, d'avoir accès à ces groupes de jeunes afin de pouvoir leur parler de Carlo Acutis. Mhm. Je vais beaucoup, beaucoup dans les classes, entre autres en Ontario, où l'accès est facile, c'est-à-dire pour rencontrer les jeunes, il s'agit que les directeurs des écoles ontariennes, j'y arrive d'ailleurs, j'étais là au cours des 2 dernières semaines dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. J'ai rencontré plus de 500 jeunes là-bas dans leur conseil scolaire. Et puis, écoutez, présenter Carlo Acutis à ces étudiants là, dont l'âge variait entre, je dirais, 8 ans et 15 ans, c'est du pur bonheur. Mhm. Ils sont captivés par la vie de Carlo Acutis. Ils sont captivés par ce modèle. Et le pape François a bien raison de dire que Carlo ouvre la porte à, de par son parcours, à toute une génération de jeunes euh, de, tu sais, Carlo, là, c'est un jeune qui est d'abord très souriant, c'est un jeune qui est très accessible, c'est un jeune qui a utilisé les talents qu'il avait pour évangéliser. Et quel était son talent? Ben, Carlo, c'est un petit génie de l'informatique. Alors, en partant, que Carlo connaisse Xbox, PlayStation, Pokémon, lorsque je le présente aux jeunes, eh ben, écoute, ils se reconnaissent là, dans les Mhm. intérêts de Carlo. C'est quelqu'un comme eux. Mhm. Alors, d'emblée, ils sont très réceptifs à entendre parler de Carlo Acutis. Mhm. Une question que peut-être comme parent, on peut se demander comment ces jeunes il a pu être touché par l'Eucharistie comme ça. Est-ce qu'il vient de parents croyants? Ses parents étaient extraordinairement croyants? De quelle famille vient ce jeune? Eh bien, Carlo, on sait que Carlo a grandi en Italie. D'abord, il est né en 1991 d'une famille bourgeoise italienne. Andrea, le papa, travaille dans les assurances. La maman, Antonia, est plus dans le domaine de l'édition. Ce jeune couple, 22-23 ans, donne naissance, Madame Antonia, à Carlo.
C'était des gens, ce sont des gens croyants à cette époque, mais absolument pas pratiquants. D'ailleurs, je connais Madame Antonia qui me disait qu'avant l'arrivée de Carlo, elle était entrée dans une église à 3 reprises, à sa première communion, à sa confirmation, puis à son mariage. Alors, Carlo, elle dit, ça a été vraiment un petit sauveteur pas un petit sauveteur, pardon, un petit sauveur pour son père et pour elle-même. Alors, donc, des gens croyants, mais non pratiquants. Dans l'environnement immédiat de Carlo, il y avait également l'homme à tout faire, l'employé de la maison, de la famille, qui s'appelle Rajesh Mohure. Alors, Monsieur Rajesh, originaire de l'île Maurice, quant à lui, est hindouiste. Mhm. Alors, donc, Carlo grandit dans cet environnement. Et je crois que l'arrivée de Beata, une petite gardienne polonaise, parce que les parents ont décidé que Carlo n'irait pas à la garderie, ils engagent Beata, qui, elle, est très pieuse. Et c'est vraiment Beata, dans les premières années de Carlo, qui va lui transmettre sa foi parce qu'elle va visiter l'église du quartier où habite Carlo à Milan et elle va répondre avec beaucoup d'enthousiasme à toutes les questions de ce jeune qui est qui va parler très, très tôt, Carlo. Il va s'intéresser rapidement à ce que Beata lui transmet. Et c'est vraiment, je crois, le point de départ de la foi de Carlo, qui Mhm. va ensuite se développer. Bon, après le départ de Beata, il va demander, comme nous savons, à ses parents, qui étaient fort étonnés, de faire sa première communion. Il Mhm. a que 7 ans, Carlo. Mhm. Eh bien, Carlo va bénéficier d'une exemption. Il va faire sa première communion à 7 ans. Et cette rencontre avec le Seigneur à travers l'Eucharistie fera en sorte que Carlo va dire, moi, Jésus est mon meilleur ami. Je vais aller maintenant tous les jours recevoir Jésus dans l'Eucharistie. C'est notre autoroute pour le ciel. Et Mhm. Carlo va, à compter de ce jour, chercher comment il peut à son tour transmettre d'abord à ses camarades à l'école, mais ensuite à tout son environnement, comment il peut transmettre la conviction profonde qu'il a de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et cela deviendra sa mission. Vraiment, la mission de Carlo, petit apôtre de l'Eucharistie, ce sera d'abord ce questionnement, mais on a vu avec les années là, que Carlo va découvrir comment transmettre ce qu'il ressent déjà lui-même dans l'Eucharistie au quotidien de sa vie. Mhm. Donc, Parce que, oui, allez-y. non, ça va. Il y a comme, bon, il y a eu Beata. C'était un témoin Oui, important pour oui, elle, tout à pour lui, fait. pardon. Puis, c'est ça, on en vient au miracle eucharistique. Dans le fond, comment lui a eu cet intérêt pour les miracles ou comment a découvert ça, lui, un miracle eucharistique et pourquoi il a voulu les répertorier autant. Bien, je crois que la création, le répertoire qu'il a fait des miracles eucharistiques, je crois, a été pour Carlo la réponse à son désir profond de transmettre la foi, sa foi, en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, Carlo se disait, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour... parce que Carlo trouvait qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'intérêt, par exemple, ils faisaient la file pour aller voir un nouveau spectacle ou aller manger dans un nouveau restaurant. Les gens font la file. Par contre, il n'y a personne qui fait la file devant le tabernacle dans nos églises et pourtant le Seigneur est là. Carlo en était convaincu. Mais Carlo, c'est vraiment ce jeune qui a utilisé les talents que le Seigneur lui a donnés parce que, je l'ai mentionné, Carlo, c'est un petit génie de l'informatique. C'est un jeune autodidacte qui, à 9 ans, 10 ans, connaissait déjà comment euh, programmer. Euh,
il avait énormément de facilité avec l'informatique. Et ce qui s'est produit, c'est qu'un jour, il a appris que le Seigneur avait fait un miracle et c'était à Lanciano. L'Église, en général, connaît bien ce miracle de Lanciano. D'ailleurs, c'est le plus ancien miracle que Carlo a répertorié. Il s'est produit en l'an 750 lorsque, à Lanciano, un prêtre, un moine, prêtre, pardon, qui célébrait l'Eucharistie, a eu quelques moments de doute à l'heure de la consécration. Et à cet instant, ben voilà que le pain est devenu morceau de chair et le vin est devenu du sang. Ça l'a beaucoup impressionné Carlo lorsqu'il a découvert, il a entendu parler du miracle de Lanciano. Évidemment qu'on peut se mettre déjà dans, dans la personnalité de Carlo. Il a dû déjà aller voir là, sur son portable les détails de ce miracle. Et suite à ça, il s'est posé la question, est-ce que le Seigneur a fait seulement ce miracle pour démontrer sa présence réelle dans l'Eucharistie? Et là, on imagine que Carlo, sur son portable, et là, il s'est aperçu que non. À plusieurs fois au fil des siècles, le Seigneur avait ainsi manifesté sa présence par des miracles eucharistiques. Même son père, sa mère à Carlo se sont joints à lui dans ce projet parce que Carlo, à partir de ce moment-là, il a 11 ans, 12 ans. Imaginons-nous, là, un enfant de sixième année ou à peu près qui dit, hey maman, papa, j'ai découvert comment. Je vais faire, je vais utiliser mon ordinateur et je vais répertorier tous les miracles que Jésus a fait. Et là, ensuite, ça va former une grande exposition. On va tout mettre ça sur Internet. Et lorsque les gens, déjà très visionnaires à cette époque, parce que là, on parle d'environ les années 2002, hein, Mhm. les années 2002, Carlo a 12 ans, 13 ans, eh bien, déjà visionnaire, ce jeune va comprendre que lorsque son exposition, tous les miracles qu'il va répertorier, mis sur Internet, eh bien, ceci va apporter à tous ceux qui vont consulter l'Internet, euh, la- la- comment dire, ils vont réaliser à travers ces miracles la conviction que le Seigneur est bien présent dans l'Eucharistie, puisque chaque miracle est comme une preuve finalement. Et Carlo va y consacrer presque 3 ans. Carlo, donc de 12 ans, on peut dire 11 ans et demi, 12 ans jusqu'à 15 ans, Carlo va ainsi répertorier 132 miracles eucharistiques reconnus, authentifiés par l'Église. Ça, c'est sans oublier tous les autres qui ne seront jamais authentifiés. Mais ceux-ci, Mhm. c'est vraiment la mission première de cet amoureux de l'Eucharistie, cet apôtre de l'Eucharistie, utiliser son habileté, ses talents informatiques pour créer cette exposition. Puis vous savez que cette exposition, Carlo, elle a été traduite en une quinzaine de langues et elle se retrouve maintenant sur les 5 continents. Mhm. Alors, Carlo, je crois que le Seigneur, à ce jeune de notre époque, a confié une belle mission parce que Carlo Acutis ne présentera jamais lui-même cette exposition. Mhm. Il devait le faire. Il devait le faire en octobre 2006. Mais on sait que, il devait apporter son exposition à l'école, la présenter d'abord à tous ses camarades de l'école. Depuis 3 ans, ils en entendaient parler, forcément. Eh bien, Carlo, ça ne se fera pas parce que Carlo va débuter des malaises en début octobre, le 1er octobre, de sorte que l'exposition ne sera pas apportée à l'école le 4 octobre, tel que prévu. Carlo sera hospitalisé et nous savons que Carlo va quitter notre monde et il va naître au ciel, comme il dit, eh bien, le 12 octobre 2006, Mhm. à la toute fin de cette belle mission qu'il avait complétée. Et quand vous vous retrouvez dans les écoles comme vous étiez la semaine passée, quels mots utilisez-vous pour parler aux jeunes de miracle eucharistique?
artistique, par exemple? Comment définissez-vous ça ou les expliquez-vous ça aux jeunes aujourd'hui dans les écoles? Oui. Mais je vais vous dire que dans les écoles, ce qui me semble le plus important d'abord, c'est de leur présenter Carlo Acutis Mhm, avant de leur parler des miracles eucharistiques. Lorsque j'entre dans une classe, je demande aux jeunes, j'arrive d'abord avec un personnage grandeur nature, qui est le personnage de Carlo, et là, je leur dis, je viens vous présenter un ami. Alors, à la fin de la présentation, vous verrez si ça vous intéresse d'avoir ce nouvel ami. Mais je leur dis, avant de choisir d'avoir un ami, il faut d'abord le connaître. On ne peut pas déterminer que quelqu'un est son ami si on ne le connaît pas. Et c'est comme ça que je, 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 je présente Carlo, mais en faisant des liens avec leur vie à eux et la vie de Carlo. Par exemple, je vais dire aux jeunes devant moi, bon, Carlo était un amoureux des animaux. À la maison, il y avait 2 chats, 4 chiens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment les animaux? Oui, 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 oui. Ah, ben vous avez un point en commun. Vous aimez les animaux comme Carlo. Carlo, il était sportif. C'est un jeune dynamique, c'est un jeune d'équipe. Alors, entre autres, Carlo, il faisait partie d'une équipe de soccer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent au soccer? Oui, 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 moi, parce qu'ils sont à l'âge où ils font aussi du soccer. Alors, écoutez, vous ressemblez à Carlo, vous avez en commun l'amour des sports, de la natation, du travail d'équipe, pas du travail des sports d'équipe, du vélo et du soccer. Carlo, il aimait jouer à PlayStation. Il connaît le Xbox, il connaît. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez ces jeux informatiques? Évidemment, tous les jeunes les connaissent. Alors, en partant comme enfant, c'est un jeune qui leur ressemble. mhm, Alors, et par la suite, évidemment, je leur dis comment Carlo, à 7 ans, fait sa première communion, comment il a été touché, comment par la suite il s'est impliqué dans la paroisse. C'est même lui qui avait fait le site web à sa paroisse. Et ce qu'il a fait à partir de son talent à lui, qui était mhm. l'informatique. Parce que, et là, je dis beaucoup, une ou deux citations de Carlo, je leur dis, vous savez, Carlo, il dit, on vient tous au monde comme des originaux. Il ne faut pas devenir des photocopies. Et ces enfants dans la classe, ils savent très bien ce que c'est une photocopie. Hein, les feuilles sont toutes pareilles. Alors, et là, je leur dis, regarde-toi comme Carlo. Dans quoi est-ce que tu as de l'habilité? Dans quoi est-ce que tu es bon? Mhm. Euh, Est-ce que c'est, bon, dans les arts, dans la musique, etc., etc. Puis, je leur dis, plutôt que de leur présenter tous les miracles eucharistiques, là, je leur dis que l'important, c'est pour ressembler encore davantage à Carlo, c'est de regarder le talent, les facilités qu'on a, les compétences qu'on a, et puis avec cela, ben, faire du bien autour de nous. Alors, et les enfants voient que la sainteté de Carlo, elle est accessible. Ça, c'est un autre volet dont je pourrais parler, la sainteté de Carlo, mais je leur présente enfin un ou deux miracles eucharistiques. Entre autres, bon, on connaît le miracle de la mule de Saint-Antoine, hein, la mule qui s'est prosternée devant le prêtre Antoine, la mule avec bon, la personne, M. Bonnevillo, qui était dans l'église, qui assistait un enseignement de Saint-Antoine. Eh bien, on sait le miracle de la mule. Alors, si vous ne le savez pas, là, je le raconterai plus tard. Mais les jeunes, ils sont très fascinés par, entre autres, ce miracle où le Seigneur a choisi un animal pour démontrer sa présence réelle dans le Saint-Sacrement, dans la Sainte Eucharistie. Alors, je leur présente ainsi quelques miracles, là, simplement pour qu'ils voient que Carlo a utilisé le talent qu'il avait, dans son cas, c'est pour le mettre au service de Jésus, son meilleur ami. Parce que pour Carlo, la vie de Carlo à travers sa vie de jeune et d'adolescent, c'est de toujours être uni à Jésus. Et lorsque devant moi, il y a ces classes de jeunes, je leur dis, est-ce que tu as un ami au ciel? Est-ce que tu connais quelqu'un au ciel? Est-ce que tu parles à quelqu'un qui est au ciel?
Et là, j'ai devant une diversité de réponses incroyables. Souvent, ils vont dire non, je connais personne au ciel. Souvent, il y a des jeunes qui vont me dire, moi, je connais, j'ai mon vieux lapin, j'ai mon chat qui est mort, j'ai mon chien. Alors, pour les enfants, les animaux qu'ils ont connus, aimés, qui sont morts, pour eux, c'est leur lien avec quelqu'un qui est décédé. Maintenant, je leur dis, est-ce que tu aimerais avoir un jeune qui a pratiquement ton âge, un ami au ciel, à qui tu peux, à qui tu peux confier ce qui t'inquiète, mais ce qui fait ton bonheur aussi, ou des questions que tu te poses, ou enfin, des angoisses que tu peux vivre. Avoir un ami au ciel. Carlo, ça sera un ami au ciel, un ami secret à qui tu peux parler. Il va toujours entendre ce que tu vas lui dire et il va t'aider. Puis à son tour, il va parler de toi à Jésus, à Marie. Mais au départ, avoir un ami au ciel, est-ce que ça t'intéresse? Je vais vous dire que lorsque, à la fin des présentations que je fais auprès des jeunes, je leur dis, puis, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez le goût de devenir avoir un ami au ciel? Et je vous dis, les enfants sont tellement touchés de connaître quelqu'un comme eux, qui a vécu, grandi comme eux, qui est un ami au ciel à qui ils peuvent parler. C'est incroyable. Et la semaine dernière, je leur dis quand je les quitte, si Carlo passe à côté de toi là, dans l'allée, à côté de ton bureau, qu'est-ce que tu lui dirais? Réfléchis, t'es pas nécessaire de le dire à voix haute. Mais à la fin, il y en a qui disent, moi, je peux le dire. Et les enfants, ce qu'ils confient à Carlo, je vais te donner quelques exemples de ce que j'entendais. Oh, ma grand-mère va revenir de Floride, là. Je vais dire à Carlo de la protéger. Un enfant a dit devant les autres, moi, un jour, je veux devenir ingénieur. Je vais demander à Carlo de m'aider à devenir ingénieur. Alors, ce qui fait partie de leurs préoccupations, je peux vous dire sans hésiter que les enfants sont touchés par le parcours de Carlo et qu'il devient pour eux un ami précieux en qui ils ont le goût de mettre leur confiance. Alors, Toutes les rencontres que vous avez faites dans les écoles comme ça, avez-vous une anecdote, quelque chose qui vous a surpris, une remarque ou un commentaire d'un jeune par rapport à vos conférences? par rapport à, Ben, qu'est-ce qui vous a étonné d'une remarque qu'il a pu faire sur comment la vie de Carlo a pu lui surprendre? bien, moi, je vais répondre à cette question en vous disant que c'est peut-être la réaction des jeunes, leur réaction devant la présentation de Carlo. Euh, D'abord, je vous assure, hein, j'entends une mouche voler. Ben là, il n'y avait pas de mouche la semaine passée, mais je veux dire, par là, les jeunes, ils sont attentifs et ils sont. Puis aussi, il faut dire qu'il y a aussi quelques petites vidéos, un chant, puis aussi de brèves vidéos qui sont très visuelles, hein, par définition, et qui le voient à différents âges. Carlo bébé, Carlo avec ses animaux, Carlo avec son ordinateur, Carlo, bon, etc. Je leur présente la relique de Carlo. Je connais l'enseignante de Carlo. Je l'ai rencontrée moi-même à plusieurs reprises. Alors, je leur raconte comment est Carlo dans la classe, comment il était avec ses amis. Alors, je pense que, je pense que leur réaction est toujours ce qui m'émeut le plus. Cette ouverture. Vous savez, là, les jeunes, où trouvent-ils des modèles? On parle des jeunes de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Sur TikTok, où trouvent-ils des modèles? Dans les chanteurs, dans les joueurs d'hockey, où trouvent-ils un jeune de leur âge avec qui ils peuvent s'identifier? Ils ont des modèles, mais des modèles différents, on va se dire ça. Puis les jeunes, dès l'adolescence, ils ont le besoin de libre de choisir eux-mêmes. On ne leur impose pas. Alors, mon défi, moi, c'est toujours de susciter assez d'intérêt
pour que par eux-mêmes, ils soient réceptifs à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient à l'écran, puis aussi au retour à la maison pour qu'eux-mêmes continuent de faire des recherches sur la vie de Carlo, d'en Mhm. parler aux gens autour d'eux. Mhm. Et ça, pour moi, dans notre société actuelle, c'est un défi. Mhm. Je vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en même temps, là, on a un public, puis je vois défouler des questions, puis il y en a qui se questionnent si vous avez aussi rencontré des plus grands du secondaire à parler de Carlo, Oui, c'est plus les au oui, primaire. Oui. oui, Et tout à comment c'est fait. reçu, la façon que vous les abordez, tout ça. Oui, alors, les plus vieux, l'approche est différente. L'approche est différente. Je parle de Carlo. Bon, il y a des points tels que je viens de mentionner que je vais redire à des adultes, mais les adultes, c'est le bénévolat de Carlo. Carlo faisait du bénévolat. Il le faisait, entre autres, auprès des personnes itinérantes qui étaient sur sa rue, là, parce que Carlo habite au centre de Milan et puis il y a beaucoup de sans-abri. Alors, Carlo, il s'impliquait auprès des sans-abri. Puis, vous savez, là, nos adolescents, ce sont des jeunes, ils sont peut-être pas très assidus à l'Église. On s'entend tous là-dessus. Ils ne parlent peut-être pas beaucoup de leur foi. On s'entend là-dessus. Mais nous avons des jeunes qui s'impliquent. Des jeunes, là, moi, je rencontre beaucoup d'adultes, de parents, de grands-parents, et on est tous d'accord pour dire que nos jeunes s'impliquent, ils sont généreux, lorsqu'il est question d'une levée de fonds, lorsqu'il est question pour une cause, pour l'environnement, ils ont des valeurs très, très, très précieuses, nos jeunes d'aujourd'hui. Carlo Acutis, c'est un jeune pour qui l'environnement avait une place très importante. D'ailleurs, Carlo, le saint auquel il s'identifiait puis à qui il voulait beaucoup ressembler, c'était Saint François d'Assise, hein. D'ailleurs, il a même demandé d'être enterré à sa mort à Assise, que ses parents ont fait. Bon, mais lorsque je parle, d'ailleurs, il faut dire une chose, hein, par rapport particulièrement aux adolescents, lorsqu'ils voient qu'à sa mort, Carlo Acutis, bon, a été déposé au cimetière et que plusieurs années, lorsque le pape François a reconnu une première guérison en 2018 par l'intercession de Carlo Acutis et qu'il a annoncé sa béatification et pour cela, ben, il fallait exhumer le corps. Ça touche énormément, je vous avoue, les adolescents, que le corps de Carlo ait été retrouvé. Certains auteurs disent intègre, d'autres disent intact. Sa maman me dit intact. Alors, et qu'on voit le cercueil de Carlo devant lequel il y a une fenêtre, une vitre qui permet de voir Carlo en jeans, en coton ouaté, hein, en survêtement de sport finalement, et en espadrille, eh bien, ça là, ça confirme que Carlo est bien comme eux. Mhm. Et ça les touche beaucoup. On peut voir Carlo, son corps ne s'est pas bon, corrompu d'aucune façon. Et là, pour les ados ou les jeunes adultes, eh bien, mon Dieu, c'est une preuve irréfutable de la sainteté de Carlo. Parce que quand on se rend assise, nous savons tous que on voit Carlo comme ça exposé, bon, dont le corps est toujours intact. Alors, mais je dirais que pour les adolescents, en plus de son parcours, son histoire, eh bien, je pense que l'engagement de Carlo et le décès de Carlo et aussi ce qui a suivi depuis, parce qu'il y a quand même eu là, des miracles reconnus par l'intercession de Carlo, c'est ce qui fait qu'il va être canonisé, mais aussi euh, être canonisé comme le saint de la jeunesse. Ça a tout un impact pour ces adolescents ou même ces jeunes adultes. Ça les touche vraiment beaucoup. Mhm. Et oui. Et puis justement, cette jeunesse-là, Oui. quel regard portez-vous sur la jeunesse aujourd'hui?
quel regard je porte sur la jeunesse. Vous savez, les jeunes ont une attitude un peu ambivalente et vous savez, je pense particulièrement ici au Québec, euh, comment dire, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il y a d'abord leur milieu familial. Il y a le milieu aussi culturel. Il y a les communautés culturelles. La foi des jeunes, elle s'exprime différemment. Ici au Québec, on traverse une période, on pourrait dire comment dire, de transition, espérons, de transition entre peut-être une église qui plus traditionnelle, qui s'oriente de plus en plus vers une église synodale, comme dit le pape François. Alors, c'est une église en mutation, je crois. La jeunesse aujourd'hui, ils sont à redéfinir euh, la foi à laquelle ils adhèrent. Ils côtoient des gens de plusieurs nationalités, de plusieurs comment dire, de plusieurs façons d'exprimer leur foi. Et ça se passe dans nos écoles, évidemment. Alors, lorsqu'ils sont plus jeunes, eh bien, généralement, ils vont adhérer à la foi de Carlo, puis arrive cette période de l'adolescence où, comme on a vécu finalement, mais aujourd'hui, ils sont en recherche de repères, je pense. Le défi pour l'Église ici, c'est sans doute de voir comment transmettre à nos jeunes, raviver, comment transmettre à nos jeunes la foi euh, en Dieu, qui répondent à, comment dire, donc, qui répondent, qui suscitent leur intérêt. Comme tout le monde, j'ai des petits-enfants, puis pour faire le tour du Québec, je vous disais tantôt, je suis allée dans 15 diocèses différents au Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ne reçoivent plus les sacrements, le sacrement du baptême, par exemple. Alors, comment cette jeunesse aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de se redéfinir. Je Mhm. pense qu'elle est en train de se redéfinir. Elle cherche, c'est sûr que les réseaux sociaux ont un impact extrêmement important pour eux. Euh, la difficulté de parler de leur foi, ils considèrent que ça, c'est intérieur, ça leur appartient. Euh, je pense que c'est un défi, puis pas seulement comme parents, comme grands-parents, même s'il y en a beaucoup qui m'en parlent, mais aussi comme Église. Mhm. Comment transmettre à nos jeunes la foi, chose certaine, telle que nous l'avons vécue, Mhm. ça ne les intéresse plus vraiment, mais c'est de trouver de nouvelles façons, de nouveaux modes de transmission par des activités Diriez-vous qu'ils ont besoin de plus à leur témoins? réalité. Mhm. Et ça, c'est le défi Ouais. de notre église chez nous. Mais des témoins comme vous, ça parle. Autant que Carlo a eu sur sa route Beata dont vous parliez, vous devez parler à vos petits-enfants de votre foi en faisant cette démarche, de pouvoir vous promener comme ça de diocèse en diocèse, de croire en cette personne dont vous parlez. Ça parle en soi. Mm. Bien, écoute, on est tous au service hein, de l'évangélisation de Jésus. Alors, on essaie de trouver, mais vous savez, il y a de belles initiatives, hein. Il y a de belles initiatives un petit peu partout dans des diocèses où des jeunes, que ce soit, bon, j'assistais dernièrement au jubilé des ados de Montréal. J'ai assisté aussi, bon, à des rencontres avec tous les jeunes scouts aussi. On m'a invité et j'ai rencontré deux groupes de 100 jeunes faisant partie du mouvement scout qui encore là étaient très, mais extrêmement réceptifs. Euh, puis je pense diocèse de Trois-Rivières, Mission Jeunesse, et dans d'autres aussi diocèses où toutes sortes d'initiatives. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement pour rejoindre les jeunes dans l'adolescence, les jeunes adultes, etc.
Mhm. Alors, on ne peut que féliciter toutes ces initiatives. Évidemment. Père Yolande, je ne sais pas si vous avez une question pour Madame Normando. Écoutez, je retirerai quelques mots pour résumer le phénomène Carlo, je l'appelle comme ça. Alors, personnalité, un jeune qui devient à ce point-là captivant, souriant aussi. Ses photos sont magnifiques. Vous avez dit avec une mission, euh, un évangélisateur qui et un mystère, j'ajouterais, de mourir si jeune. Ça, c'est touchant, là, très touchant. Euh, Pourquoi elle meurt si jeune, à 15 ans, c'est bien cela? Oui, tout à fait. En Écoutez, il y a un bénéficier. mystère d'un jeune qui vite s'efface, je dirais. Et ainsi, il accomplit sa mission. C'est quelque chose. Il s'efface pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et on sait c'est qui quelqu'un d'autre. Alors, il veut laisser toute la place lui-même. Il le saisit, sa mission très jeune. Laisser la place à Jésus, présence réelle dans l'Eucharistie, c'est son thème. Unir la communion qu'il veut faire à l'âge de 7 ans, c'est pour être uni. Sa première communion, il veut la faire plus vite que les autres jeunes, donc il veut être uni. Et il veut que toute la jeunesse soit davantage aussi dans cette communion, cette s'unir à Jésus. Moi, ça m'épate. Je me dis toujours, c'est quand même cet ami au ciel que vous proposez à la jeunesse. C'est un aidant, un jeune aidant. Éternellement, il sera jeune aidant dans notre visage, image qu'on se fait de lui, pour aidant pour être uni à ce Jésus qui, après ça, s'incarne de mille et une façons dans nos vies. Je dirais, la richesse du Christ prend multiples visages. Chacun trouvera sa mission avec lui. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que je fais une synthèse, puis je me dis, béatifié, c'est parce qu'il appartient à la mission universelle. Il appartient à l'Église universelle. Ça, c'est une étape très importante et c'est déjà fait. Le Oui, 10 octobre 2020, il est béatifié. Alors, il nous appartient. Puis je trouve ça heureux le parcours que vous avez pu faire dans le Canada francophone et vous vous préparez pour les maritimes au mois de mai, rien de moins. Donc, c'est tout un cadeau que vous pouvez partager maintenant parce il nous appartient, Carlo. Et le cadeau que vous faites à mon ami aujourd'hui, je m'en réjouis aussi, donc d'amener cette relique de Carlo en visite chez nous, à mon ami, l'enfance missionnaire. Donc, c'est une bénédiction aussi pour notre grand réseau aussi, nous autres, de tout le Canada francophone, où on a à faire connaître ces, bienheureux-là. Un bienheureux, c'est un être qui est vivant, hein? C'est ça qui est beau. Et vous dégagez cette présence en venant nous visiter aujourd'hui aussi. Il est vivant, puis vous avez dit un mot au tout début, puis je termine avec ça. Il s'invite. oui, Euh, on- il s'invite chez nous. Et voilà, vous avez dit, des fois, on choisit pas un saint nous choisit. Eh ben, laissons cette grâce-là s'étendre dans toute notre francophonie actuellement, pas juste canadienne, mais mondiale, parce qu'il y a des gens de l'Afrique qui vont écouter le webinaire, des gens de l'Europe aussi. Alors, c'est une bénédiction à l'aube de sa canonisation. Je te remets la parole, Ginette, si tu avais une question pointée. Oui, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi les démarches pour qu'une paroisse ou un diocèse puisse vous inviter. alors les démarches sont simples. Avoir d'abord l'autorisation, si j'ose dire, du prêtre de la paroisse. Ça, c'est important. Et une fois celle-ci, fait, cette autorisation donnée, eh bien, vous communiquez directement avec moi. C'est très facile. louisenormando@hotmail.com. Pas plus compliqué que ça. Et vous m'écrivez, vous me dites, ben voilà, chez nous, on aimerait. Cette exposition, je le dis toujours, elle est gratuite. Je n'ai pas de limite tant que ma seule limite, c'est la santé et être fidèle à ce que le Seigneur attend de moi. C'est ma seule limite. Mais sinon, elle est toujours gratuite. Je me rends partout où on demande d'accueillir cette exposition. À ce moment-là, je vous envoie l'agenda Carlo Acutis afin que vous voyez déjà les réservations qui sont déjà confirmées. Et je travaille en coordination avec l'équipe locale, si j'ose dire, pour vous aider au niveau de la publicité, pour vous donner toutes les informations, vous envoyer des photos et de vous partager ce qui peut se faire chez vous. La seule demande que j'ai, lorsque l'exposition est à plus de 1h30 de chez moi, j'habite le diocèse de Valleyfield, je demande d'avoir un hébergement.
C'est tout. C'est, je répète, gratuit. J'appelle ça une œuvre d'Église. Voilà. Il y a des gens qui écrivent aussi pour vous remercier de votre témoignage, de tout ce que vous faites. Il y en a qui se réjouissent que vous allez aller chez eux bientôt. Donc, ils ont hâte de vous voir au Manitoba, entre autres. Et Oui, ça au fait Manitoba à l'automne. Oui, c'est ça. Mhm. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais il Est-ce que faudrait... je peux juste dire une phrase? Oui, Oui, Juste une phrase avant de terminer. Vous savez, Carlo, je ne l'ai pas mentionné, mais auprès des jeunes, des ados, des jeunes adultes, le message, au fond, que les jeunes retiennent après avoir connu son parcours, etc., et sa mission, les miracles eucharistiques, c'est de réaliser que Carlo, qui disait toujours être uni à Jésus, voilà mon programme de vie, eh bien, a fait de lui un jeune heureux. S'unir à Jésus dans notre quotidien nous rend heureux. Je crois qu'à travers tout ce qu'il a dit ou fait, à travers les citations de Carlo, eh bien, c'est ce que l'on peut conclure et ce que les jeunes certainement réalisent. super. Merci pour ce beau partage avec nous. Puis, Merci. oui, au plaisir de vous revoir. on peut signaler l'importance aussi d'un pèlerinage, n'est-ce pas? Oui, bien Bientôt. sûr. À la Je le fin de ce mentionne. mois, donc, un groupe va partir pour le Vatican pour cet événement, lors Oui, du week-end du jubilé des adolescents, je pense. C'est ça? tout à fait. La canonisation a lieu le 27 avril. Alors, moi, je vais partir 2 semaines à l'avance avec un groupe de pèlerins pour assister à la canonisation de Carlo et aussi je vais avec rencontrer l'enseignante, bon, parce qu'on a créé des liens là avec les pèlerinages précédents. Ça me permet de rencontrer Rajesh, l'employé de la famille, etc. Alors, pour mon plus grand bonheur. C'est beau. Très bien. Puis il y a d'autres organisations actuellement que j'ai entendu parler. On a eu des Oh oui, téléphones. un Alors, peu on peut vous... partout. Ben, vous Oui, savez, c'est une année exceptionnelle, l'année 2025, hein? Bon, il y a le jubilé des adolescents, mais il y a beaucoup de personnes cette année qui vont se déplacer vers Rome. oui. Belles occasions de grandes bénédictions pour renouveler notre foi et notre amour de Jésus dans l'Eucharistie. Merci d'avoir été là, les auditeurs et auditrices de différents coins de tout notre beau Canada. On a vu d'où vous êtes. Bravo d'être là au rendez-vous de nos webinaires presque à tous les mois aux œuvres pontificales missionnaires, différents sujets de l'actualité missionnaire. On a tout un missionnaire à prier. Alors, Oui, on peut déjà le dire, Saint Carlo, missionnaire du continent digital, priez pour nous. oui. N'hésitez pas à le prier, il est très puissant sur le cœur de Jésus, je dirais. Merci. Merci beaucoup tout le monde qui ont écouté. Au revoir. Au revoir.